Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous ne sommes pas très loin de Quimperlé, au sud de Quimperlé, à l'été 1888. Nous sommes exactement à Clohars-Carnoët. Clohars-Carnoët, c'est donc le sud du Finistère, à l'embouchure de la Laïta, et dans un lieu qui s'appelle donc Pouldu. À la fin de ce mois d'août 1888, des goémoniers quittent la plage des Grands Sables pour reprendre la direction des terres. Ils ont à bord toute une cargaison de goémons qu'ils viennent de remonter de leur filet. Ils se dirigent désormais vers les champs et en chemin, à une centaine de mètres de la plage, ils s'arrêtent pour se désaltérer à une toute nouvelle enseigne. Ça vient juste d'ouvrir et ça s'appelle la buvette de la plage. En entrant dans cette buvette, les cultivateurs bretons, qui donc sont allés chercher de l'engrais, sont surpris par la grande modernité du lieu. Ah, c'est vrai que la décoration est assez spartiate, en tout cas pour le moment, mais alors le mobilier est très moderne. Les goémoniers prennent du cidre, du lait ribot, et puis les voilà qui repartent un peu éblouis par la découverte qu'ils viennent de faire. La personne qui tient cette buvette n'a que 29 ans. Elle s'appelle Marie Henry. C'est une Quimpéroise qui vient de s'installer au Pouldu après avoir travaillé près de 5 ans à Paris comme lingère. C'était l'époque, vous savez, où il y avait beaucoup de Bretonnes dans les grandes maisons parisiennes. Avec ses économies et tout le savoir-faire dont elle dispose, elle a donc acheté ce petit terrain au Pouldu en 1886 et elle y a fait construire cette buvette. Évidemment que la buvette en question s'inspire directement de tout ce qu'elle a pu voir elle-même à Paris. Entre-temps, elle a donné naissance à une petite fille hors mariage, ce qui, à l'époque et dans cette Bretagne très conservatrice, n'est pas bien vu. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire ? Marie-Henry a néanmoins un fort caractère. Elle ne se laisse pas impressionner. Elle a un grand désir d'indépendance et les critiques qu'on peut formuler à son encontre, disons-le, ne lui importent pas beaucoup. Mallory Charles a réalisé un travail de recherche sur cette figure bretonne de Marie-Henry, et voilà ce qu'on peut lire dans ce travail. Marie-Henry a fait preuve de métisse, comme disaient les Grecs. Elle connaissait le double avantage du lieu. Il est isolé à des kilomètres de Quimperlé, la ville la plus proche, et il est à quelques pas de la plage sillonnée par les cultivateurs. Plus rares sont les gens des alentours à fréquenter l'auberge, et plus nombreux sont les gens de passage, la charrette remplie de goémons et de sable qui rentrent à cheval. Un repas, voire une chambre dans cette auberge permet de se reposer avant de commencer ce voyage de plusieurs heures. En s'installant au bord de cette plage, proche du village de Kerzelec, habité par 4 maisons et 2 auberges, Marie-Henry sait qu'elle peut se créer un moyen d'être financièrement autonome en même temps qu'une forme de tranquillité. Mais peu de temps après l'ouverture de la buvette, voilà que franchit le seuil une clientèle, disons, un peu inattendue. Franck Ferrand sur Radio Classique. Un petit peu plus à l'ouest, dans le Finistère, se trouve le Pont-Aven, évidemment. Ça fait 20 ans que Pont-Aven accueille une communauté de peintres. Se promener à la belle saison dans Pont-Aven, c'est rencontrer un peintre quasiment à chaque coin de rue, avec sa toile et son chevalet. Parmi tous ces artistes qui viennent chercher la belle lumière et les belles couleurs de la Bretagne, un peintre dont la renommée n'est encore qu'à ses débuts, puisqu'il n'a que 38 ans à l'époque, et c'est Paul Gauguin, bien entendu, qui commence à se faire un nom dans cette communauté de peintres. On se presse à ses côtés pour essayer de bénéficier des conseils dont il n'est pas avare. Gauguin, disons-le, est un petit peu fatigué par cette situation. Il lui faut peindre, il n'a pas le choix, c'est son seul gagne-pain. Il est dans une forme de pauvreté, lui qui a connu l'aisance. Sa femme est retournée au Danemark avec leurs enfants. Lui a décidé que quoi qu'il arrive, il vivrait de sa peinture. Seulement, Pont-Aven ne réunit plus vraiment de bonnes conditions de travail. Avec ses amis Meyerdehan et Paul Sérusier, le voilà donc qui part à la recherche d'un endroit aussi pittoresque, aussi peu cher que Pont-Aven. Et c'est comme ça que, le 2 octobre 1889, Gauguin et ses 2 amis se présentent à la buvette de Marie-Henry.
Alors, évidemment, cette Marie-Henri leur plaît aux trois peintres. Elle leur montre les 3 malheureuses chambres dont elle dispose, ça tombe bien, et tout de suite, on voit les clients s'y installer. Alors, quand je dis qu'ils s'y installent, ils installent tout leur matériel de peinture. Marie-Henri n'apprécie pas vraiment Gauguin, sa personnalité lui déplaît, disons-le, et son apparence physique dans ces années-là. Voici comment un peintre écossais décrit physiquement Paul Gauguin, je le cite. Élancé, les cheveux bruns et le teint basané, la paupière lourde, avec de beaux traits, l'ensemble se combinait à une stature puissante. Il s'habillait comme un pêcheur breton d'un chandail bleu et portait un béret crânement penché sur la tête. Son allure générale, sa démarche et le reste étaient plutôt ceux d'un basque aisé patron de goélette. Rien ne pouvait être plus éloigné de la folie ou de la décadence. Bref. Nos 3 peintres sillonnent la côte, vont poser leur chevalet dans les champs, là, sitôt arrivés au Pouldu. Ils fondent un atelier dans les combles d'une vieille bâtisse dont les fenêtres donnent directement sur la mer. Et voici ce qu'écrit Gauguin à Vincent van Gogh. D'un côté, nous plongeons sur un immense horizon de mer. Les orages sont magnifiques et nous les peignons directement de l'atelier en pleine sensation du terrible des vagues frappant les rochers noirs. De l'autre côté, des sables rouges, des champs et quelques fermes entourées de leurs arbres. Moi, ce que je fais surtout cette année, ce sont de simples enfants de paysans se promenant indifférents sur le bord de la mer avec leurs vaches. Ici, en Bretagne, les paysans ont un air du Moyen-Âge et n'ont pas l'air de penser un instant que Paris existe et qu'on soit en 1889. Ça va durer comme ça pendant 8 mois et demi, et puis nos 3 amis, nos 3 peintres vont quitter le Pouldu et la buvette de Marie-Henri. Nous sommes là en février 1890. Oh, je vous rassure, ils ne vont pas tarder à revenir. Vous écoutez Radio Classique. Gauguin est de retour à Paris à la fin du printemps 1890. Il est toujours sans le sou, et pour essayer de vivre dignement et pour retrouver les paysages pittoresques, il décide de reprendre la direction de la Bretagne et plus précisément du Pouldu à la mi-juin. Entre-temps, Marie-Henri a fait des affaires. Elle a bien su mener son commerce, qui lui a permis d'engager une bonne qui s'occupe du ménage et des repas. Et c'est vrai que Gauguin et ses amis sont devenus des habitués maintenant. Ils se sont pris d'affection pour Marie-Henri, qui les accueille toujours chaleureusement. Il l'appelle Marie-Poupée. Meyerdehan a un regard, jette, je dirais, un regard plus particulier sur la propriétaire des lieux, puisqu'il va vivre avec elle une histoire d'amour. Ils vont avoir, elle va tomber enceinte, Marie-Henri, et donc elle attend son 2e enfant. Gauguin et ses amis sont de plus en plus présents, et les voilà qui commencent à peindre les murs de la buvette, les murs de la salle à manger de la buvette. Voici ce que raconte un témoin à propos du quotidien de ces peintres. Ils se lavaient de très grand matin et descendaient de leur chambre vers 7 heures. Ayant pris leur petit déjeuner de café au lait, de pain et de beurre, ils partaient travailler en plein air dans la campagne avec leur attirail de peinture ou bien leurs carnets à dessin, selon la lumière qu'ils faisaient. Ils revenaient à 11h30 pour déjeuner à midi. Vers 1h30 ou 2h, ils reprenaient leur labeur jusqu'à 5, à moins qu'ils n'aient eu des visiteurs à recevoir, cas exceptionnel. À 7h, on dînait. L'intervalle entre la rentrée et le repas était occupé à causer, à visiter l'atelier. Ils se couchaient de très bonne heure, vers 9h du soir, non sans avoir fait leur partie de loto ou de dames. Souvent aussi, ils dessinaient à la lueur de lampes. Ils ne lisaient rien, ni livres, ni journaux. Mais la musique était pour eux un passe-temps favori. Meyerdehan aimait à l'écouter sans cependant en jouer jamais. Gauguin, lui, jouait de la mandoline et du piano. Il y a un autre témoignage qui nous dépeint l'atmosphère de cette buvette au temps où Gauguin y vivait avec ses amis. Ce témoignage, il a été déniché par Jean-Baptiste Galen qui a préparé cette émission. Et c'est un témoignage d'un jeune homme, puisqu'à l'époque il a 20 ans, qui était en train de réaliser une marche solitaire dans le sud de la Bretagne et qui n'est autre qu'André Gide. Voici ce témoignage d'André Gide. Comme je suivais le littoral remontant à courtes étapes de Quiberon à Quimper, j'arrivais certaines fins de jour dans un petit village, le Pouldu, si je ne fais erreur.
Ce village ne se composait que de 4 maisons, dont 2 auberges. La plus modeste me parut la plus plaisante, où j'entrai car j'avais grand soif. Une servante m'introduisit dans une salle, crépie à la chaux, où elle m'abandonna en face d'un verre de cidre. La rareté des meubles et l'absence de tenture laissaient remarquer d'autant mieux rangés à terre un assez grand nombre de toiles et de châssis de peintres face au mur. Je ne fus pas plutôt seul que je courus à ces toiles. L'une après l'autre, je les retournais, les contemplais avec une stupéfaction grandissante. Il me parut qu'il n'y avait là que d'enfantins bariolages, mais au ton si vif, si particulier, si joyeux, que je ne songeais plus à repartir. Je souhaitais connaître les artistes capables de ces amusantes folies. J'abandonnai mon premier projet de gagner Pont-Aven ce même soir, retins une chambre dans l'auberge et m'informai de l'heure du dîner. « Voudriez-vous qu'on vous serve à part ou si vous mangerez dans la même salle que ces messieurs ?» demanda la servante. Ces messieurs étaient les auteurs de ces toiles. Ils étaient 3, qui s'amenèrent bientôt avec boîte à couleurs et chevalet. Il va sans dire que j'ai demandé qu'on me servît avec eux, si toutefois cela ne les dérangeait pas. Ils montrèrent du reste que je ne les gênais guère, c'est-à-dire qu'ils ne se gênèrent point. Ils étaient tous 3 pieds nus, débraillés superbement aux verbes sonores, et durant tout le dîner, je demeurais pantelant, gobant leurs propos, tourmenté du désir de leur parler, de me faire connaître, de les connaître, et de dire à ce grand à l'œil clair que ce motif qu'ils chantaient à tue-tête et que les autres reprenaient en chœur n'était pas de Massenet comme ils le croyaient, mais de Bizet. Je retrouvai l'un d'eux plus tard, chez Mallarmé, c'était Paul Gauguin. L'autre était Paul Sérusier. Je n'ai pu identifier le 3e, mais nous savons bien qu'il s'agit de Meyer de Hahn. Ces peintres se plaisent beaucoup, vous l'avez compris, ils sont absolument chez eux, ils sont dans une grande liberté à la buvette de Marie-Henri. Désormais, ce sont tous les murs de la salle à manger qui vont se couvrir de fresques. Marie-Henri elle-même est peinte durant cette année 1890. On la reconnaît sur le tableau de Gauguin qui s'appelle « Portrait de femme à la nature morte » de Cézanne. On aperçoit cette femme élégante de 30 ans qui donc est assise devant la fameuse nature morte. Meyer de Hahn va également peindre Marie Poupée sur un tableau qu'il appelle « Maternité ». On peut voir Marie-Henri en train de donner le sein à sa fille. Pour autant, la relation ne va pas être aussi paisible à mesure que passe le temps et dans les derniers mois, ça va même devenir plus difficile. Franck Ferrand sur Radio Classique. Là, nous sommes à la fin du mois d'octobre 1890, alors dont, bien sûr, Marie-Henri héberge toujours Gauguin et ses amis. Seulement, Gauguin rencontre des problèmes financiers qui sont de plus en plus forts. Alors, Marie accepte de lui faire crédit, à peu près 300 francs, ce qui à l'époque est une belle somme. Seulement, elle peut pas faire davantage. Jusqu'ici, Van Gogh envoyait un peu d'argent en Bretagne, seulement Van Gogh, entre-temps, s'est donné la mort, alors que Gauguin se trouvait justement au Pouldu, ce qui évidemment ne va pas faciliter la situation financière de Gauguin. On peut pas dire non plus que le moral soit au beau fixe. Paul Gauguin a l'intention à ce moment-là de partir pour Tahiti. Il a bien l'intention d'y aller avec son ami Meyer de Hahn. Seulement, Meyer est pris dans son aventure avec Marie-Henri, dans son aventure, c'est une véritable liaison amoureuse. Et Gauguin, disons les choses, est jaloux de cette relation. Alors, il va faire une chose incroyable et effroyable entre nous. Il décide d'écrire à la famille de Meyer en Hollande pour prévenir cette famille de la relation que le fils entretient avec une simple aubergiste bretonne. Et quand, dans la famille en Hollande, on apprend ça, on décide de couper les vivres au peintre, ce qui va entraîner son départ précipité du Pouldu. On est là, donc, début du mois de novembre 1890, et Gauguin part dans la foulée. Afin de régler ce qu'il doit à Marie-Henri, voici ce qu'il propose. Il lui laisse tous ses tableaux en dépôt à la buvette et il dit que dès qu'il aura l'argent, il reviendra et qu'il reprendra ses affaires. Et Marie-Henri, de toute façon, n'a pas tellement le choix et elle accepte. Le 1er avril 1891, on va voir Gauguin embarquer pour Tahiti et il va y rester un certain nombre d'années. Et de son côté, Marie va s'unir à Henri Motéré. Elle va mettre en location son commerce en novembre 1893 et s'en aller vivre à Kerfani, au sud de Pont-Aven. On est là à une quinzaine de kilomètres à l'ouest du Pouldu.
Elle emporte avec elle une somme considérable d'œuvres laissées par les artistes de passage. Elle a des œuvres de Meyerbeer, qui après tout est le père de sa fille, parti de façon très prématurée. Il y a également des œuvres d'Émile Bernard, de Paul Bonnard, et puis bien sûr, il y a beaucoup de Gauguin, 25 huiles sur toile, 17 dessins et aquarelles, 2 céramiques, 3 sculptures, toutes ces œuvres, elle les place chez elle dans sa nouvelle demeure où elle vit avec Henri Moteret. Marie-Henri rencontrera Paul Gauguin une dernière fois, mais alors cette rencontre-là sera vraiment très dure puisque ce sera devant les tribunaux. Franck Ferrand sur Radio Classique. Parce qu'en 93, Gauguin est rentré en France métropolitaine pour la dernière fois. En avril 94, le voilà au Pouldu pour payer Marie-Henri. Il a bien l'intention de récupérer ses œuvres, sauf que quand il arrive à la buvette, on lui dit que Marie-Henri a déménagé, qu'elle ne vit plus ici. Gauguin va parvenir à la retrouver, sauf qu'elle n'a plus du tout l'intention de lui rendre ses œuvres. Elle ne veut même pas le voir. Elle a compris entre-temps que les toiles en question sont en train de prendre de la valeur et par une sorte d'intuition qui prouve que Marie-Henri avait beaucoup plus de sensibilité artistique que certains auraient bien voulu le dire, par une sorte d'intuition, elle comprend qu'elle est en possession de ce qui pourrait bien devenir un pactole. Et Gauguin, lui, de son côté, s'énerve. Il porte plainte devant le tribunal de Quimperlé. Et c'est donc dans la salle d'audience, c'est au prétoire que Marie-Henri va revoir Paul Gauguin. Mallory Charles nous raconte, je la cite, « À la lecture du procès qui se déroule le 14 novembre 1894, nous apprenons que le peintre n'avait pas fait constater son dépôt par écrit lors de son départ 4 ans plus tôt. C'est là tout son tort, et c'est sur ce point précis que le juge s'appuie pour délibérer. Paul Gauguin n'a aucune preuve que cette production lui appartient, d'autant plus qu'il ne signe plus les toiles de son nom, mais avec un de ses surnoms, P-Gau, dans presque toute sa période du Pouldu. Le tribunal statue, il déboute le peintre de toutes ses fins et conclusions et le condamne aux dépens. Marie-Henri remporte donc son procès contre Paul Gauguin et officiellement elle devient la propriétaire de la production de Gauguin au Pouldu. Le peintre va donc rentrer bredouille à Pont-Aven. Vous imaginez, entre parenthèses, l'affaire incroyable qu'a faite cette Marie-Henri avec sa petite buvette où elle a, il est vrai, fait crédit longtemps à Gauguin, où il a accueilli ses compagnons. Ce n'est pas la fin des malheurs de Paul Gauguin, du reste, puisque au cours d'une soirée à Concarneau, soirée bien arrosée, il se bat contre des matelots, il se blesse à la jambe, il va devoir rester alité pendant 2 mois avant de partir furieux de ce qui aura été sa dernière expérience bretonne. En juillet 95, il quitte la métropole pour la dernière fois. Cette fois, il va s'installer, donc vous le savez, à Tahiti. De son côté, Marie-Henri vit paisiblement avec son compagnon à Kerfani. La cote de tous les tableaux ne cesse d'augmenter, alors elle va vendre son café en 1911 pour la somme de 9000 francs, et 7 ans plus tard, elle vend une partie des tableaux pour plus de 100 000 francs. Marie-Henri et son compagnon sont maintenant très riches. Ils vont vivre rentiers tout le reste de leur vie. C'est à l'âge de 86 ans que mourra l'ancienne propriétaire de la petite buvette. On est là en 1945.